Autiste, autiste. Tous les champs de la vie de la personne autiste. Autiste. Est-ce que je suis autiste? D'un déficit d'attention. D'adulte autiste. On peut être surdoué et avoir des états d'âme. D'un déficit d'attention. Autiste, autiste. Ça permet de mettre un nom. Bande d'autistes, le podcast qui parle de neuroatypie autrement. Bonjour et bienvenue dans Bande d'autistes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode en ce bel été. Je tenais tout d'abord à remercier les nombreuses personnes qui ont commandé mon livre et qui m'ont fait leur retour sur les réseaux sociaux. Vos messages m'encouragent à continuer. Et félicitations aussi à ceux qui ont remporté le concours et gagné un livre gratuit. Ces derniers mois, j'ai été invitée par plusieurs médias et j'ai répondu à beaucoup de questions. Je vous invite donc à suivre les comptes Instagram et Facebook de Bande d'autistes pour ne manquer aucune publication. J'en profite aussi pour vous confirmer que j'ai activé les sous-titres sur tous les épisodes pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés à suivre, notamment sur les introductions. En parallèle, je vais commencer à publier les scripts de ces épisodes sur mon site. Cela permettra à ceux qui le souhaitent de lire plutôt que d'écouter pour pouvoir avoir les mêmes informations mais par écrit. Mais trêve de bavardage, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau sujet à explorer. Parmi les requêtes de thématiques que vous m'envoyez, beaucoup touchent de près ou de loin au sujet des relations. On a déjà pas mal couvert le sujet des relations amoureuses, mais il me semblait important de faire un point sur les relations amicales qui sont tout aussi importantes. Dans cet épisode, on va donc voir les difficultés que rencontrent les personnes neuroatypiques pour créer et maintenir des relations, avec des conseils pour rencontrer des personnes et maintenir ses amitiés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube pour ne manquer aucun nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente écoute. Commençons par le commencement. Les neuroatypies sont des fonctionnements neurologiques qui diffèrent de la norme. L'être humain étant avant tout social, les neuroatypies touchent donc beaucoup d'aspects de la vie d'une personne. Quand on va à la boulangerie, quand on parle à ses collègues ou quand on emmène ses enfants à l'école, on est dans un contexte social. Or, comme on l'a souvent vu dans les autres épisodes, les personnes autistes présentant un TDAH ou même les personnes qui ont un HPI peuvent avoir de grandes difficultés sociales et se sentir souvent un peu comme des extraterrestres. D'où des difficultés qui s'expriment dans des domaines très variés. Cette sensation de décalage est bien sûr due à des codes sociaux qui ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas une pathologie en soi, mais cela a des conséquences bien réelles sur la vie quotidienne, l'estime de soi ainsi que la santé mentale. Je rappelle encore une fois que les neuroatypies ne sont pas des maladies mentales en soi, mais qu'elles induisent souvent des troubles liés comme l'anxiété, la phobie sociale, la dépression, etc. Si l'on se penche sur les chiffres de l'isolement social pour les personnes neuroatypiques, on voit qu'il s'agit d'un enjeu clé. Selon une étude parue dans la revue Autism in Adulthood en novembre 2023, les autistes seraient 4 fois plus isolés socialement que les autres personnes. Alors, non seulement les autistes sont souvent isolés, mais ils subissent aussi des idées reçues. On dit en effet encore trop souvent que les autistes sont très bien dans leur bulle, que s'ils sont concentrés sur leurs intérêts spécifiques, ils n'ont pas vraiment besoin de relations sociales. Bon, c'est bien sûr faux, c'est pas parce qu'une personne est en confort dans sa zone de sécurité qu'elle est épanouie socialement ou que ses besoins d'attachement sont remplis. De plus en plus d'études montrent d'ailleurs que les personnes autistes ont les mêmes besoins sociaux que le reste de la population. Une méta-analyse de 2022 concluait ainsi à ce sujet, je cite « La solitude et le désir de connexion sociale sont une expérience humaine partagée, qu'une personne soit autiste ou non. Les conséquences de la solitude sur les adultes autistes sont semblables à celles de la population non autiste. » Fin de la citation. Du côté des personnes TDAH, les relations sociales sont aussi source de difficultés. Quand on a un trouble de l'attention, on n'a parfois pas vraiment de difficulté à entrer en contact avec les autres, mais c'est le maintien des relations qui peut poser problème. L'impulsivité, les problématiques liées à la colère ou les difficultés à maintenir l'attention entrent tous en jeu. Les personnes présentant un TDAH ont ainsi souvent des relations amicales intenses mais brèves. Elles peuvent aussi souvent être en conflit avec leurs proches, avec des émotions plutôt volatiles. Leur difficulté à maintenir leur attention conduit aussi souvent à des relations en dents de scie. La personne, elle va être muette pendant des semaines, puis elle se remet en contact de manière assez intense,
puis elle disparaît à nouveau. Donc pour les amis, c'est assez déroutant et c'est souvent source de conflits. Dernier profil type que je veux aborder, les HPI. Le haut potentiel intellectuel, c'est une efficience intellectuelle plus élevée que la moyenne, donc ça a priori pas de lien avec les compétences sociales. Mais quand même, il faut noter que les personnes qui présentent un HPI sont souvent de vrais caméléons sociaux. Elles s'adaptent aux situations, aux manières de parler, ainsi qu'aux codes des personnes en face desquelles elles se trouvent. Il en résulte qu'elles ont un masque social souvent bien établi qui peut les empêcher de s'ouvrir réellement à l'altérité. Par ailleurs, leur dégoût légendaire pour le bavardage ou le small talk fait qu'elles s'ennuient souvent quand il s'agit de parler du beau temps. Or, le bavardage, c'est le ciment des relations entre guillemets classiques. C'est pourquoi une personne HPI peut elle aussi avoir des difficultés à se faire des amis ou à trouver des relations profondes. On vient de le voir, les personnes neuroatypiques ont donc des difficultés dans le cadre social avec des amitiés qui sont difficiles à créer ou à maintenir. Comment alors pallier ces difficultés ? Pour commencer à répondre à cette question, il faut déjà comprendre comment fonctionne l'amitié. Souvent, les personnes neuroatypiques ont en effet beaucoup de mal à juger de l'intensité appropriée en termes d'amitié. Ça veut dire qu'elles vont déballer trop vite à des personnes qui restent encore des inconnus. Cela peut effrayer des amis potentiels qui se sentent étouffés par ce grand déballage. À l'inverse, les personnes neuroatypiques peuvent aussi paraître froides ou distantes. Elles sont mal à l'aise avec les mots, elles évitent un peu le regard, alors leur silence pourra être jugé comme inconvenant. Elles peuvent aussi donner l'impression de ne s'intéresser qu'à leur passion au détriment de tout le reste. Mais comme pour toutes les relations sociales, l'amitié est une affaire d'équilibre. Certaines personnes sont des connaissances vagues, d'autres sont des amis proches, d'autres encore font partie de notre cercle intime, au même titre que notre famille. Comment alors distinguer tout cela et encourager de vraies amitiés ? Pour les personnes neuroatypiques, les relations sociales se font souvent en mode manuel. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas instinctivement comment se positionner face à une personne et qu'il faut que nous apprenions les codes de manière consciente. Pour se faire des amis, il peut donc être approprié d'observer comment les gens se mettent en relation autour de nous, voire de se faire coacher, entre guillemets, pour mieux comprendre les mécanismes en jeu. On peut aussi réduire les difficultés spécifiques qui pèsent sur nos relations sociales. Par exemple, rencontrer des gens en petit comité plutôt qu'en groupe, ou alors discuter au départ sur Internet afin de pouvoir s'exprimer par écrit. Ça passe souvent par la communication de ses besoins. Par exemple, la plupart de mes amis savent que je ne suis pas excessivement fan du téléphone et que je suis plus susceptible de répondre si on m'envoie des textos. De la même manière, j'ai un ami qui a établi très tôt le fait qu'il répond aux messages avec énormément de retard, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé. Il est aussi possible de communiquer sur cette difficulté. Par exemple, expliquer qu'on a beaucoup de mal avec le second degré, ou alors demander à ce que nos amis nous demandent des choses de manière directe, sans faire de demandes implicites. L'autre grand facteur pour se faire des amis, c'est de trouver des lieux de rencontre. Cela peut passer par l'instauration d'une nouvelle routine. Par exemple, aller toutes les semaines dans un café, une librairie, commencer à parler aux habitués, ou alors commencer un nouveau sport, un nouveau loisir de groupe. À ce sujet, je vois souvent des autistes qui paniquent un peu quand ils n'arrivent pas à créer de liens de manière immédiate. Il faut rappeler que les amitiés, ça prend du temps, en particulier à l'âge adulte. Pour les personnes présentant un trouble de l'attention ou pour toutes celles qui ont du mal à donner des nouvelles ou à en demander, deux options sont possibles. On peut ritualiser entre guillemets les interactions, par exemple prendre un temps tous les soirs pour répondre à ces messages ou se mettre des rappels pour contacter les personnes qui nous sont chères. À l'inverse, on peut aussi communiquer sur le fait que c'est quelque chose qui est trop compliqué pour nous et que nos proches doivent s'attendre à une communication en dents de scie. Comme toujours, l'important c'est de ne pas se culpabiliser sur ces limitations. Elles sont là, il faut juste trouver un moyen de les contourner ou de faire avec. Je veux aussi parler d'anxiété et de phobie sociale, puisque ce sont des troubles qui sont très courants chez les personnes neuroatypiques. Souvent, s'ouvrir à l'extérieur, c'est très compliqué quand on souffre d'anxiété sociale, voire de troubles paniques. Si c'est notre cas, il est donc crucial de se faire accompagner par un thérapeute pour pouvoir trouver des clés et mieux gérer cette problématique. Enfin, je trouve que ça peut être une bonne première étape de trouver des gens qui fonctionnent un peu comme nous. Quand j'ai découvert mon autisme, j'ai beaucoup fréquenté une association d'adultes autistes, ce qui était un bon moyen de créer du lien dans un espace dédié et un peu sécurisé pour moi. Il existe aussi des sites de rencontres spécialisés, comme le réseau de rencontres pour personnes neuroatypiques Atypicou. Il y a aussi divers groupes Facebook, des communautés Discord et d'autres lieux où les gens se rassemblent pour parler de leurs particularités. En conclusion, je voudrais dire qu'être autiste, avoir un TDAH ou être HPI ou 10, ça n'est pas une condamnation en termes de relations sociales. Ça apporte des difficultés qui sont parfois notables, qu'il faut reconnaître, mais avec les bons outils, on peut avoir une vie sociale très épanouissante.
Souvent cela passe par un travail thérapeutique et comme à chaque fois j'encourage bien sûr à le faire. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'émission. J'ai interrogé Emma sur ses relations sociales. Bonjour Emma et bienvenue dans Bande d'autistes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 23 ans et je suis artiste. Et du coup, tu es dans ce podcast a priori parce que tu t'es rendu compte que tu avais des particularités. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, ça a commencé très jeune où je me suis sentie effectivement peut-être un petit peu à côté de ce qu'on pouvait attendre de moi. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de comprendre pourquoi et c'est un suivi qui m'a fait me rendre compte que j'étais autiste. D'accord. Est-ce que tu as des souvenirs de comment tu as compris à un moment que tu avais un décalage ? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille ? Alors en fait, quand j'étais petite, j'ai été décrétée HPI très jeune, en CP, où on m'a dit que j'étais, à l'époque on appelait ça surdouée, c'est un terme que j'ai longtemps rejeté comme la plupart des gens qu'on appelait surdouée d'ailleurs. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, je pensais les particularités en rapport avec ce haut potentiel intellectuel, mais en fait c'est surtout au niveau des difficultés sociales que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage avec les autres enfants par exemple. J'ai eu des amis très tard, de la difficulté à créer des liens, à comprendre ce que les gens attendaient de moi dans les relations sociales et à être un peu trop extra, peut-être. Ouais, ça me parle. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu du mal à me dire que j'étais autiste parce que du coup, le gros truc de pas comprendre ce que les gens attendent ou ce qu'ils veulent, j'avais l'impression que j'avais pas ça. Jusqu'à ce que je me souvienne de moi quand j'avais genre jusqu'à, je sais pas, 17-18 ans, et en fait je comprenais absolument rien, et c'est vraiment un truc que j'ai fait, c'est une intellectualisation, donc j'imagine que c'est ça que t'as fait aussi. Ouais, c'est ça, j'avais tendance à vachement tout interpréter et peut-être surinterpréter pour pouvoir répondre ce qu'il fallait au bon moment, mais en fait c'est dans des relations de duo que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que j'arrivais pas à saisir, notamment l'intensité qu'il fallait mettre dans les relations et l'exclusivité aussi parfois. Ouais, bah, c'est justement le thème qu'on aborde dans cet épisode du coup. Je sais que les personnes autistes que j'interroge et même moi parlent souvent de ce truc-là d'intensité. Moi j'ai longtemps dit que les gens me trouvaient trop intense, tu vois, genre typiquement dans les intérêts amoureux que je pouvais avoir en face de moi. Je voyais des gens qui pouvaient potentiellement être intéressés par moi, mais qui avaient presque des fois un mouvement de recul en mode ouf. Putain, cette fille, elle est intense quand même. Oui, bah, jusqu'à il y a très peu de temps, on me disait que je faisais peur. Ouais, moi aussi. Enfin, on me le dit encore, mais du coup, Oui, moi aussi. Il y a quelques semaines, le copain d'une amie m'a dit Ah, Emma, elle fait peur. Voilà. Ouais, et du coup, dans le cadre de relations amicales et amoureuses, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la manière dont cette intensité, entre guillemets, a pu te causer un peu des soucis ? Quand j'étais jeune, c'était surtout des relations à sens unique. Moi, je me rappelle très bien, en fait, quand j'étais petite, j'avais l'impression que j'avais des amis, alors que j'étais souvent qu'un faire-valoir. Et c'est que très tard que je me suis rendu compte que certaines amitiés n'en étaient pas et que c'était une excuse pour me harceler. Et moi, j'avais l'impression que vraiment les personnes étaient mes amis en face. Et je donnais beaucoup d'intensité dans des relations avec des petites filles de mon âge ou des petits garçons, où j'avais l'impression qu'on était vraiment très 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 proches. Et en fait, ces personnes-là se servaient de moi comme faire-valoir ou pour me rabaisser en fait. Je pense que c'est un truc que les personnes autistes connaissent même à l'âge adulte. Moi, je sais que c'est un gros point de vigilance que j'ai maintenant, et que si je me laissais faire, en fait, je rentre souvent dans des amitiés où il faut que je fasse gaffe parce que du coup, je surévalue la relation qu'on a. Parce que pour moi, en fait, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire, si j'aime une personne, je l'aime absolument et je veux son bien, etc. Et j'ai mis du temps à apprendre à l'âge adulte que la plupart des gens ont des niveaux de gradation presque de l'amitié, en fait, entre des collègues, des gens qu'ils aiment un peu, leurs meilleurs amis, etc. Et moi, j'ai mis vachement de temps à réussir à appliquer ça aussi à ma propre vie pour arrêter de me faire secouer émotionnellement dans tous les sens. C'est un truc que t'as vécu aussi. Oui, moi, je classais souvent les gens en amis et après connaissances amicales.
Mais ça, je l'ai fait que à partir de mes 16 ou 17 ans. Et encore aujourd'hui, j'ai ce truc de j'aime ou j'aime pas. Et du coup, les gens sont soit mes amis, soit mes ennemis. Enfin, c'est très binaire. Et c'est pas vraiment ennemi, mais en fait, on est quand même un peu là-dedans. Oui, de catégoriser, de voir un peu tout en noir et blanc, qui est un trait assez caractéristique de l'autisme aussi. Et un autre point que je voulais aborder, c'est la rigidité. Je sais que ça peut causer pas mal de soucis dans les relations de couple, souvent des autistes, voire dans les amitiés aussi. Est-ce que c'est un truc que t'as connu aussi ? Oui, énormément. Dans les relations de couple, la rigidité, oui, c'est vrai que c'est un énorme problème, surtout à partir du moment où tu commences à vivre avec quelqu'un. Parce que moi, j'avais énormément de mal à comprendre pourquoi, par exemple, dans le quotidien, ma partenaire plaçait un objet à cet endroit de la maison, quand moi je trouvais ça illogique. Et je pouvais arriver des fois à la maison et me mettre en colère parce que quelque chose était déplacé ou que une tâche n'avait pas été faite dans mon sens. Donc ça, la rigidité, oui. Et au niveau des amitiés, ça se caractérise surtout par le besoin de transparence. J'ai énormément besoin que les relations elles soient transparentes. Et si j'ai l'impression qu'on ne me dit pas toute la vérité, je peux me sentir extrêmement vite trahie. Oui, moi aussi, c'est un truc que je connais assez facilement, le fait de se sentir trahi et du coup de couper court très vite. Et du coup, pour ce qui est de la rigidité dans le quotidien, je sais que c'est un problème très très courant quand tu vas sur les forums, quand tu demandes aux gens, aux personnes autistes en couple. Je sais que c'est pratiquement le problème qui revient le plus souvent pour eux, en fait, de réussir à doser la vie avec une autre personne. Moi, j'ai pas solutionné ça autrement qu'en me disant qu'a priori, j'avais pas envie de vivre avec quelqu'un. Et du coup, toi, comment t'as fait pour réussir à bien gérer ça ? J'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui me laisse l'espace nécessaire pour être rigide quand j'en ai besoin. Donc ça, c'est un énorme point positif. J'ai la chance d'être avec quelqu'un qui me connaît très bien et qui a réussi à s'intéresser assez à l'autisme pour comprendre en quoi, des fois, les choses les plus insignifiantes pouvaient coincer pour moi. Mais c'est vrai que c'est souvent un gros travail de régulation personnelle de se rendre compte quand est-ce que c'est nécessaire d'être rigide ou pas. Ouais. Et d'expliquer, en fait. Moi, du coup, je passe beaucoup de temps j'essaie de plus dire pourquoi t'as fait ça comme ça, mais peut-être de dire directement que ça me dérange en disant ça me dérange que t'aies placé tel objet ici, parce que pour moi, c'est pas la chose la plus logique. Et du coup, j'essaie d'expliquer ma logique comme ça. Et moi, je le vois que ça m'a pris aussi pas mal de temps et c'est quand ma santé mentale s'est beaucoup améliorée que j'ai pu réussir à le faire. J'ai eu récemment des gens chez moi et du coup, forcément, quand il y a des gens chez toi, ils font n'importe quoi en fonction de ton organisation à toi, ils mettent jamais les affaires au bon endroit, etc. Et j'étais surprise de voir que c'était, je pense, la première fois de ma vie où je lâchais un peu l'affaire en fait. Et je pense que c'est vraiment très 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 intrinsèquement lié à notre santé mentale et à notre besoin de contrôler notre environnement. Oui, parce que ça me fait énormément penser à une période de ma vie où je pouvais avoir des problèmes de contrôle, notamment au niveau du corps. Et c'est à cette période-là de ma vie où j'étais le plus maniaque. Avant de me coucher, il fallait que je range mon appartement et que je nettoie le sol de fond en comble. Et heureusement, je vivais dans un appart étudiant, donc c'était pas grand. Mais c'est vrai que c'est à cette période-là, à peu près, où on a décidé d'emménager ensemble avec mon partenaire. Et ça a été une vraie souffrance pour moi que d'essayer de faire un peu moins le ménage chaque soir, parce que je voulais pas être la personne maniaque qui va être super contrôlante sur le ménage, en fait. Et du coup, c'était un vrai travail à cette période de ma vie que de ranger moins et de moins déplacer les objets quand ils étaient pas à leur vraie place, on va dire. Ouais, et en fait, on touche à un point qu'on évoque souvent et qu'on a évoqué justement dans un épisode récent qui est les manifestations d'autisme, entre guillemets, typiques, sont souvent des manifestations d'anxiété, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais pas très bien mentalement, il y a quelques années, que j'avais une anxiété extrêmement élevée, j'avais pas mal de tocs de vérification, je vérifiais que le gaz était fermé, que la porte était fermée, etc., en comptant dans ma tête. Et d'un point de vue extérieur, ça aurait pu être le truc classique de l'autiste qui fait un truc en comptant, en fait. Mais c'est un aspect qui a complètement disparu depuis que je vais mieux. Et du coup, on touche vraiment à cette idée-là que les signes d'autisme, en général, sont des signes d'autisme de personnes qui souffrent. Ouais, c'est vrai.
Et je voulais aussi parler de l'aspect planification, qui encore une fois, moi je l'ai vu, est plus marqué quand on va pas bien, parce qu'on a besoin de contrôler la manière dont notre vie se passe, etc. Est-ce que tu as senti que ça pouvait être compliqué pour toi dans tes amitiés, d'avoir besoin de savoir exactement ce qui se passe tout le temps en avance? Oui, énormément. Parce que, par exemple, je sais que ma meilleure amie ne prévoit pas grand-chose et a vraiment du mal avec la planification. Et étant donné que c'est une de mes personnes favorites, c'est des fois compliqué de gérer ça. Mais comme c'est une de mes personnes favorites aussi, je fais l'effort qu'il faut pour me rendre compte que c'est parfois moi qui ai un petit problème de planification. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué, ce besoin de contrôle du temps et de l'espace, notamment quand t'es en couple, parce que le couple souvent est synonyme de surprise, et ça c'est très compliqué. Par exemple, c'est vrai que si jamais il y a d'un seul coup une surprise ou soudainement on va se dire qu'on va aller manger quelque part, pour moi c'est pas possible par exemple de ne pas prévoir une sortie et de se dire oh ce soir j'ai envie qu'on fasse ça, on va faire ça. Pour moi c'est impossible. Souvent les personnes en face elles ont envie de surprendre, de faire plaisir, etc. Et moi ça va vraiment me bloquer. Donc c'est un truc à bien poser à plat avec la personne avec qui on vit en fait. Et à cela s'ajoute la difficulté, je pense que assez couramment quand on est atypique, on va chercher des personnes atypiques aussi. Or souvent les autistes ont des traits de TDAH et donc peuvent être assez imprévisibles. Ça veut dire qu'on se met souvent en couple, je parle de très grande expérience, avec des gens qui peuvent être justement imprévisibles et qui peuvent nous activer là-dedans constamment. Ouais, complètement. Complètement. Et en plus, c'est assez paradoxal parce que moi, j'ai besoin de vivre des sensations fortes. Et d'un côté, j'adore et je déteste la surprise. Donc, c'est très paradoxal de savoir comment doser. Mais avec le temps, j'ai compris que je peux m'accorder à la surprise si j'ai assez d'éléments rassurants autour de moi. Ça va, en fait. Et je voulais parler aussi de la hiérarchisation des relations et du statut social. On dit souvent que les autistes n'ont pas les codes sociaux. Moi, je dirais qu'en fait, souvent, on peut les avoir, mais c'est que moi, c'est souvent un choix conscient de pas m'y conformer aussi, en fait, parce que ça m'agace assez vite. Et du coup, je sais que ça peut poser des problèmes, notamment dans le milieu du travail, où on attend une certaine déférence par rapport à son patron, etc. Et moi, par exemple, un des clients que j'ai en ce moment, avec qui ça marche le mieux, ce sont justement des personnes dont le PDG est très ouvert et a bien compris que c'était pas un manque de respect de ma part. Est-ce que c'est un truc qui t'a posé souci aussi, toi ? Oui, c'est un truc qui m'a largement posé souci, aussi dans le sens où, comme je suis jeune, il y a souvent cet aspect de la personne jeune doit se plier à l'expérience. Et en fait, c'est vrai que c'est très compliqué parce que moi, je suis arrivée dans des boulots où on m'a demandé de ne faire surtout preuve d'aucune initiative. Or, c'est peut-être ma qualité principale. Et l'indépendance que je peux avoir au niveau du travail, c'est une de mes qualités principales. Et c'est vrai que moi, ça a été très compliqué de savoir qu'à un moment donné, si la personne en face de moi dit quelque chose d'illogique, comme c'est mon patron ou ma patronne, je ne dois pas la reprendre. Et c'est vrai que moi, ça a pu... j'ai été rappelée à l'ordre une fois parce que j'avais apparemment outrepassé ma place, en fait. Sauf que moi, j'avais pas du tout compris que, comme la personne avait plus d'ancienneté que moi, je ne devais rien dire quand elle outrepassait ses droits. Ouais, et en général, on s'en rend compte un peu tard, voire jamais, et ça a conduit à des situations extrêmement gênantes où... ça m'est arrivé plein de fois, 2-3 ans plus tard, d'avoir un souvenir et de comprendre la situation complètement différemment parce que j'avais pas compris ce que la personne voulait, en fait. Ouais, totalement, c'est ça. C'est exactement tout ce problème de savoir... Moi, j'ai toujours aussi eu du mal avec l'envie des personnes d'honnêteté, c'est-à-dire qu'on va toujours te dire, moi j'adore les gens honnêtes, j'adore les gens cash, qui disent ce qu'ils pensent, sans détour, et en fait tu te rends compte très vite que non, les gens n'aiment vraiment pas ça. Non. Ou alors seulement quand ça va dans leur sens. C'est ça. Et moi c'est un truc que j'ai eu tendance à prendre vachement au pied de la lettre, et c'est en fait en grandissant où j'ai pris des grandes claques de réalité ah oui non, en fait les gens ils aiment que tu sois honnête que quand ça va dans leur sens, en fait.
Et ça, c'était très difficile à comprendre pour moi. Je veux aussi toucher un peu au sujet de la féminité, parce que ça joue énormément dans la manière dont on conceptualise nos relations. C'est quelque chose que je vois absolument tout le temps chez les autistes, avec des femmes qui sont en général plus verbales et qui, en apparence, auraient des compétences sociales entre énormes guillemets plus élevées que la moyenne. Moi, j'ai senti à titre personnel que j'aurais pu être détectée beaucoup plus tôt si j'avais pas eu justement toutes ces couches de conditionnement de pas faire trop de vagues, etc. Est-ce que c'est un truc que t'as vécu aussi ? Oui, complètement. Surtout que moi, je me suis souvent posé la question de si je me sentais complètement à l'aise avec mon corps féminin, mais comme je pense beaucoup de femmes autistes qui ont énormément de mal avec les diktats de notre monde, en fait, c'est très compliqué, je pense, pour la plupart des femmes autistes, d'appréhender tous les codes de féminité qui sont extrêmement paradoxaux. Moi, j'ai vraiment eu du mal avec l'apprentissage du vêtement, par exemple. Savoir quand est-ce qu'un vêtement était un peu trop dans la séduction et quand, au contraire, il fallait s'habiller plutôt féminin. Moi, j'avais l'impression de toujours devoir me déguiser, par exemple. Et c'est qu'il y a très peu de temps que je me suis rendu compte que c'était peut-être lié à ma condition de femme autiste. Mais avec énormément de choses, par exemple, moi, j'ai toujours eu... déjà avec ce qualificatif d'enfant surdoué, aller aussi avec l'enfant calme, l'enfant qui sait... la bonne élève. C'est ça, la bonne élève qui sait se gérer toute seule, qui fait jamais de bruit, etc. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai eu des problèmes, notamment des problèmes à l'école, des problèmes sociaux, je n'en ai pas du tout parlé à mes parents parce que je voulais rester aussi cette petite fille qui ne faisait absolument pas de vagues. Donc les problèmes que j'ai pu rencontrer avec des camarades qui relèvent complètement du problème relationnel, en fait, je le disais vraiment pas. Et j'ai pu faire face à des situations de violence que je ne comprenais pas, que je ne voulais pas dénoncer pour rester dans cette image de petite fille qui fait pas de vagues, en fait. Ouais, c'est un truc qu'on voit extrêmement souvent aussi, malheureusement, dans les profils féminins de l'autisme pour revenir aux relations. C'est en fait, déjà en tant que femme, on est sociabilisé à ne pas faire de vagues, à toujours apaiser, etc., à pas trop se mettre en colère. Et en plus de ça, en tant que personne autiste, on est, quel que soit notre genre, plus vulnérable au fait de se retrouver dans les relations abusives, etc. Et ça fait qu'on arrive à des statistiques absolument monstrueuses de 9 femmes autistes sur 10 qui ont été agressées sexuellement, etc. Enfin, c'est absolument... Et du coup, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout assez, parce que vu que nous, toi, moi et les autres femmes autistes, on donne souvent l'impression de gérer, on sous-estime complètement en fait la toxicité à laquelle on peut faire face. Oui, complètement. Moi, je pense, ça fait complètement écho à mon vécu, notamment dans les relations de séduction, parce que par exemple, j'ai été dans des situations de couple avec des hommes qui me pensaient en séduction avec d'autres hommes quand je n'étais que moi-même, et ça m'a poussée à me détester sur certains points en pensant que j'étais une personne flirty ou dans la séduction, et je pensais... Ce qui ne serait pas problématique en soi en plus. Non, ce qui serait même pas problématique en soi si j'étais une personne flirty, il n'y a pas de problème avec ça, mais en fait... Oui, dans tout ce jeu de séduction, moi, il y avait énormément de choses que j'arrivais pas à comprendre. Typiquement à la fac, quand des copains te demandent si tu veux bien réviser avec eux, moi je pensais toujours que c'était parce que j'étais major de ma promo qu'on me demandait ça. Mais oui. Et en fait, pas du tout. Et du coup, ça peut t'amener dans des situations de mise en danger vraiment extrêmes, parce que des fois, tu as du mal à comprendre le sous-entendu qu'il y a derrière. Moi, si les gens ne me disaient pas noir sur blanc, je suis intéressée par toi... amoureusement ou sexuellement, je me disais pas du tout que c'était dans cette idée-là, en fait. Moi, c'est un truc que j'ai encore du mal, et quand je me rends compte, ça m'agace profondément, en fait. Et ça fait que, en fait, par réaction, j'ai développé un style de séduction assez direct, où je vais dire très clairement quand je suis intéressée, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé de pas être en train toujours d'avoir l'impression de jouer à ce jeu dont tu parles, que moi je supporte pas, en fait. Ah oui, mais moi, c'est exactement mon cas... je suis très directe quand je souhaite quelque chose en amitié, en amour. Je dis, je peux avoir la phrase « Est-ce que tu es mon ami ou non ?» Ça, c'est quelque chose que je peux avoir très facilement parce que, comme tu dis, j'ai vraiment du mal à jouer ce jeu-là et à savoir
à savoir quand est-ce que c'est un jeu, quand est-ce que ça l'est pas, à savoir quand les gens sont sincères ou pas. C'est vrai que c'est assez compliqué de jauger ça, surtout que, comme quand tu disais par exemple les compliments, moi c'est un truc que j'ai intériorisé il y a peu de temps. En fait, je me suis rendu compte que je ne faisais plus de compliments. Parce qu'en fait, pendant un temps, j'en faisais tout le temps. C'était ma manière d'avoir un accrochage avec quelqu'un, de me dire je t'ai remarqué, chouette ton vêtement aujourd'hui, sympa comment tu t'es maquillée, etc. Et en fait, il y a une personne qui pensait que je flirtais avec elle, alors que moi je trouvais juste qu'elle elle se révélait plus dans son style, donc j'aimais ça, voir que cette personne se révélait plus, alors je lui ai fait des compliments, et c'est vrai que ça n'a pas du tout été compris comme je le voulais en fait. Et parce que les gens sont pas au clair avec eux-mêmes, c'est-à-dire que on n'arrive pas à dire, même à notre époque, si moi je dis à un mec « Ah là là, t'es vraiment canon aujourd'hui », ce sera mal perçu, parce que on se dira que j'ai peut-être envie d'autre chose avec lui, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une barrière entre les deux qui est infranchissable, et quand tu la franchis, tu passes pour une traînée ou pour je sais pas quoi. Ouais, c'est ça qui est très compliqué, c'est de... En fait, toi, tu as l'impression que les gens te disent des choses sans arrière-pensée, donc toi, tu le dis sans arrière-pensée. En fait, c'est pas ce qui se passe. Donc, en fait, voilà. C'est exactement l'inverse, ouais. C'est un truc qui m'a aussi posé beaucoup de soucis. Du coup, pour conclure un peu cet entretien, qu'est-ce que tu dirais aux nanas ou aux hommes qui sont autistes et qui ont des difficultés pour trouver l'équilibre dans leur relation ? Soyez sincères, parce que souvent on peut nous dire que c'est un défaut d'être un peu brusque, mais moi je pense qu'il vaut toujours mieux poser la question que d'avoir un geste déplacé en tout temps. Par exemple, le partenaire avec qui je suis aujourd'hui m'a demandé avant de m'embrasser. Et ouais, je fais ça aussi. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a vachement du mal à faire. On en parle beaucoup plus avec cette notion de consentement, Dieu merci. Aujourd'hui, ça commence un peu, peut-être à rentrer plus dans les mœurs, ou c'est mon cercle de pensée qui me fait penser ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça rentre, heureusement, un peu plus dans les mœurs, ouais. Mais je pense que oui, il faut être honnête avec les gens. Si jamais vous avez envie d'approfondir une relation, n'ayez pas peur de le dire. Si vous avez l'impression qu'une personne joue peut-être à un jeu en face de vous, que vous n'êtes pas sûr et certain de ses intentions, demandez-lui. Je pense que le dialogue est primordial dans des situations où, comme nous, on peut vite se poser énormément de questions, alors que parfois, en n'en posant qu'une seule au bon interlocuteur, ça peut régler pas mal de soucis. Ok, on va s'arrêter là-dessus. Merci Emma d'être passée dans Bande d'autistes. Je te remercie et merci aux auditeurs et auditrices. Voilà, Bande d'autistes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner pour suivre la diffusion des prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker cet épisode. En attendant la suite, n'oubliez pas de rester ouvert et prenez soin de vous.